Caravane de soutien aux autorités de la transition après le rassemblement historique du 14 janvier. Les citoyens se sont mobilisés une fois de plus le 22 janvier dernier pour dire non à la CEDEAO et à ses alliés. La toute première école de formation en agro-silvopastoral vient d'être inaugurée à Goundam, dans la région de Tombouctou. Une opportunité pour les jeunes du pays de se former dans les métiers de l'agriculture, de l'élevage et des eaux et forêts. Lundi 24 janvier. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Mobilisation de soutien aux autorités de la transition samedi dernier à Bamako. Des milliers de personnes ont battu le pavé à l'appel de Yerewolo debout sur les remparts. Une caravane pour dire non à la CEDEAO et à ses alliés. Drissa Koné et Moulay Sidibé ont suivi les caravaniers. La révolte a plus que jamais sonné. Les Maliens ont atteint un point de non-retour pour défendre leur souveraineté. Les actes de tous les jours démontrent ce patriotisme vis-à-vis des pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. Après la mobilisation du vendredi 14 janvier, ce samedi 22 restera longtemps gravé dans la mémoire des Bamakois. Une caravane sur plus d'1 kilomètre partie du monument de l'indépendance pour s'achever à la Tour d'Afrique. L'itinéraire en dit long. La place de la Liberté en passant par l'hôpital Gabriel Touré, Missira, Korofina, le 3e pont pour rallier la Tour d'Afrique à Faladje. Un seul slogan, oui au Mali et à la transition, non à la CEDEAO et ses alliés. Je suis venu pour soutenir la transition parce que Assimi Goïta a donné une fierté aux Maliens. C'est pour cela que je suis là, pour donner ma voix, mon corps, toute mon âme. Je suis là pour soutenir le Mali. On a besoin de notre liberté. L'initiative est de Yerewolo debout sur les remparts. Ce groupement d'hommes et de femmes est un soutien des premières heures de la transition et aux actes nobles qu'elle ne cesse de poser. Cette caravane, c'est pour non seulement remercier le peuple malien pour sa mobilisation historique du 14 janvier, et aussi c'est le peuple panafricain et le reste du monde aujourd'hui qui soutiennent le peuple malien pour sa vaillante mobilisation. Nous sommes dans la rue pour dire nous soutenons hier nos autorités à travers Assimi Goïta. Aujourd'hui nous les soutenons et demain nous les soutiendrons. De nombreuses associations des pays de la CEDEAO ont répondu présentes à l'appel des organisateurs, comme pour dire que le Mali n'est pas seul dans sa quête pour la liberté. Et pour parler de la situation qui prévaut au Mali suite aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était hier soir l'invité du journal télévisé de 20h. Abdoulaye Diop, au cours de son entretien, a évoqué la politique extérieure du Mali en soulignant que le dialogue reste ouvert. Écoutons-le sur l'option de la fermeture des frontières. Il est interrogé par Ibrahima Traoré. D'abord, c'est un sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'égard de la Mauritanie, de la Guinée et aussi de l'Algérie qui ont décidé de maintenir leurs frontières ouvertes avec le Mali dans un souci de fraternité, mais aussi qu'ils ne veulent pas s'associer à tout ce qui peut ressembler à un plan d'asphyxie de notre pays. Je crois que ceci s'inscrit aussi dans le cadre des traditions qui existent entre nos pays, parce que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, et nous nous connaissons, et nos populations commercent ensemble. Il est extrêmement important que nous puissions vraiment remercier au nom du chef de l'État l'ensemble de ces pays et dire que nous l'apprécions à sa juste valeur et que c'est un geste qui est important. Et il faut maintenant que nous puissions saisir ces opportunités pour faciliter les différents corridors, les échanges avec les uns et les autres. Justement, parlons de la CEDEAO. Le chef de la politique extérieure du Mali, le président Assimi Goïta, au lendemain de ces sanctions prises contre le Mali, indique que notre pays reste ouvert au dialogue. Où en est-on justement avec l'organisation régionale aujourd'hui? Est-ce que le dialogue est totalement rompu? Le dialogue n'est pas rompu. Il faut reconnaître que le fait de privilégier les sanctions crée une situation difficile, même pour le dialogue. Mais nous, malgré cette situation, le président, en homme d'État, a réaffirmé notre désir de dialogue. Et notre dernière mission, le 8 janvier à Accra, s'inscrivait aussi dans le cadre de ce dialogue où nous avons mis une nouvelle offre sur la table, espérant que la CEDEAO, le président de la transition, a invité le président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen,
à faire en sorte qu'une mission technique d'évaluation puisse se rendre au Mali, regarder ce chronogramme qui est un document de près de 15 pages, très détaillé sur la période en question, qu'on puisse s'asseoir et discuter ensemble. Nous sommes encore dans cette dynamique. Aujourd'hui, il y a des contacts. La semaine dernière, j'ai moi-même reçu le comité local de suivi de la transition qui comprend et la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et les ambassadeurs du Ghana et du Nigeria. Et il y a beaucoup de contacts qui se font par téléphone, des contacts informels, et nous espérons pouvoir reprendre ces échanges. Ce qui nous semble être le plus important de notre point de vue, c'est comment faire en sorte que nous puissions trouver un point concilier les aspirations des Maliens qui ont été exprimées surtout dans le cadre des assises nationales de la refondation et les demandes de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas faire l'impasse. Pour une sortie de crise, l'ARP, Action républicaine pour le progrès, propose un plan en 13 points aux autorités de la transition. Mohamed Kayantao a suivi la conférence de presse. Aucun sacrifice n'est de trop pour la recherche de solutions à la crise multidimensionnelle qui traverse le pays. L'Action républicaine pour le progrès, ARP, fait partie d'autres regroupements sociopolitiques qui ont dénoncé et continuent de dénoncer les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO. Au-delà des dénonciations, l'ARP, qui regroupe 21 partis politiques, a proposé un plan de sortie de crise qui, selon elle, permettrait au peuple malien d'aspirer enfin à la paix tant recherchée. Sur le plan national, il faut impérativement un dialogue politique avec l'implication des leaders religieux et traditionnels comme facilitateurs et désigner le collège des religieux. Instaurer une union sacrée autour de l'armée malienne. Réinstaurer le cadre de concertation des partis politiques avec le ministère de l'administration territoriale. Cette conférence de presse a été également une occasion de procéder à la signature solennelle d'adhésion du nouveau parti politique à l'ARP. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire de l'ex-président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Un château d'eau a été réalisé au CESCOM de Fadjiguila en commune 1 du district de Bamako. C'est un don du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diara. Le reportage est signé Salom Konati. Une eau potable est une ceinture de sécurité pour l'organisme, dit un proverbe. C'est dans cette optique que le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social a offert un forage au CESCOM de Fadjiguila. C'est là pour apaiser la soif des populations du quartier. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi, elle est très capitale. Elle a double sens. Premièrement d'abord, c'est le château offert gratuitement par notre fils du pays, du quartier, plus président de Fadjiguila. Je vais parler de Imam Oumar Diara, ministre de l'Action. C'est un sentiment de fierté qui m'anime, un sentiment de joie. On a l'habitude de dire que l'eau, c'est la vie. Donc en réceptionnant ce château d'eau aujourd'hui à Fadjiguila, on sait que ça va contribuer à l'amélioration du bien matériel et moral de la population de Fadjiguila. Pour le ministre Diara, cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 20 janvier. Ce château d'eau, certes un geste modeste, mais qui rentre dans la droite ligne d'une orientation politique donnée par les autorités de la transition, qui ont placé au cœur de toute œuvre gouvernementale le peuple malien. Donc oui, qui donne l'eau, donne la vie. Les autorités communales ont saisi l'occasion pour remercier le ministre Oumarou Diara au nom des populations de la commune 1 et de toute sa délégation pour la réalisation de ce château d'eau dans leur quartier. Je vous amène maintenant à 919 km de Bamako, précisément à Goundam, dans la région de Tombouctou. Là-bas, la toute première école de formation en agro-silvo-pastoral, ASIP La Maman, vient d'être inaugurée. Une école de 2 filières en agriculture et silvopastoralisme qui va assurer une formation de qualité aux jeunes en agriculture, élevage et eau et forêt. Reportage Najim Baba Sissi. ASIP La Maman, la toute première école de formation silvio-agropastorale, voit le jour dans la ville de Goundam, dans la région de Tombouctou, avec comme ambition appuyer l'État en formant des agents techniques et des techniciens dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Cette école de formation flambant neuf offrira aussi ses services en cas de besoin dans les enquêtes ou collectes de données agro-silvio-pastorales.
former les jeunes du cercle de Gundam, de la région de Tombouctou et du Mali en général, dans le cadre de l'agriculture, de l'élevage et puis des eaux forêts. Le Forum national sur l'éducation de 2008 a aussi recommandé d'orienter 60% des admis au DEF dans ce type d'enseignement. Toute ma satisfaction à l'endroit des promoteurs, à même l'encourager et le féliciter pour ce geste qui traduit sa volonté de contribuer au développement économique et social de sa commune et même du cercle. Zone d'agriculture et d'élevage par excellence, le cercle de Gundam possède en lui seul plus de 3 grands lacs. Une des raisons de la création de cette école pour mieux outiller les jeunes. L'opportunité est offerte à partir de ce moment avec l'ouverture de ASIP Mama. Tout le temps, nos étudiants et élèves de Gundam sont orientés très loin de leurs parents, occasionnant des dépenses insupportables pour les familles paysannes. L'école permettra, j'en suis persuadé, d'assurer une formation de qualité aux jeunes des deux sexes. Cette cérémonie d'inauguration a donné l'occasion aux responsables scolaires, autorités et collaborateurs d'exprimer leurs vifs remerciements pour une telle initiative. Et dans le village de Sarema, commune de Sokoura, région de Mopti, des salles de classe équipées de blocs de latrines et une cantine scolaire ont été réalisées pour plusieurs millions de francs CFA au profit des enfants et des familles déplacées. De Mopti, Daouda Diakité et Suleiman Tessougué pour le reportage. Par la réalisation de ces infrastructures scolaires, composées de 3 salles de classe entièrement équipées, d'une direction, d'un bloc de latrines et d'une cantine scolaire, l'Agence française de développement, en partenariat avec le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, apporte sa contribution à l'amélioration des conditions d'éducation des enfants des familles déplacées dans le village de Sarema, commune de Sokoura. Le projet porté par la cellule technique du co-développement a coûté plus de 40 millions de francs CFA avec une contribution communautaire et de la diaspora à hauteur de 12 millions. Donner une école, c'est changer la vie des gens. S'il y a une richesse, mais une bonne richesse, c'est quand même la formation. On ne peut pas donner mieux à une communauté, mieux que la formation. Nous avons beaucoup d'enfants à l'école, et surtout à Sarema, ici, des enfants déplacés. Ça nous a beaucoup aidé à ce que vraiment on ait l'espace pour que chacun puisse rester dans sa classe. L'occasion est bonne pour le chef de cabinet, représentant le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, d'assister au premier repas de midi de la cantine offerte aux enfants. Et Mohamed Ag Al-Bacha de lancer cette invite aux autorités communales et responsables de l'administration scolaire. Le message aujourd'hui, c'est de demander à nos autorités locales ici et à tous de continuer vraiment cette grande mobilisation aujourd'hui et de permettre aux enfants d'être assidus à l'école, de fréquenter pour permettre à cette belle région de s'éveiller. La cérémonie a pris fin par la visite des infrastructures qui feront sans nul doute le bonheur des enfants en situation difficile dans le village de Sarema. À Ségou, une formation de 6 jours est organisée sur le passage de l'enseignement en langue nationale à l'enseignement en français. Ils sont 75 formateurs et encadreurs d'enseignants à prendre part à cette formation bilingue. Fousseini Samaki. Le passage de l'enseignement en langue nationale à l'enseignement en français est une préoccupation du système éducatif malien. C'est tout le sens de cet atelier de formation des professeurs des instituts de formation des maîtres, des conseillers pédagogiques et directeurs d'école sur l'enseignement bilingue. Notre système éducatif souffre énormément d'une crise. Il est important que de telles rencontres de formation se multiplient pour mettre à niveau les encadreurs que vous êtes, les formateurs. Durant 6 jours, les 75 participants venus de Sikasso, Kati, Kita et Ségou vont échanger sur la conception d'un module sur l'enseignement bilingue afin d'amoindrir les difficultés souvent rencontrées par les enseignants en classe. Nous, en tant que professeurs de français, nous supposons que les apprenants ou les élèves, si alors nous parvenons à faire le transfert alors de la langue nationale vers le français, cela va permettre aux élèves de mieux comprendre alors les pratiques d'apprentissage à l'école. C'est donc dire
qu'il a tenu compte des réalités du terrain, mais aussi de la nécessaire congruence entre le curriculum de l'enseignement fondamental et celui de l'enseignement normal. Cette formation, initiée par la Direction nationale de l'enseignement fondamental, en partenariat avec ELAN, École et Langue en Afrique, IFEP, Institut de francophonie pour l'éducation et la formation, vise à améliorer la formation et la gestion des enseignants dans le cadre du PRODEC 2. L'association des jeunes de Diafounou AJD a 10 ans. La décennie d'existence a été célébrée au Palais de la Culture samedi dernier, occasion pour les membres de l'association et les ressortissants de Diafounou de faire le bilan des activités menées et de poser les jalons d'un avenir meilleur. Pour plus de précision, écoutons le président de l'AJD, Ibrahim Diawara. Il est au micro de Drissa Kone. Pendant les 10 ans quand même, la première chose c'était de faire regrouper la jeunesse de Diafounou au sein de l'association. À travers ça, on a mis en place un tournoi de foot dont nous sommes jusqu'à la 7e édition. À plus de ça, des formations de jeunes et aussi aller au niveau de notre communauté, sensibiliser la population, les venir en aide aussi, surtout en matière de la santé, l'environnement. En matière de santé, on a organisé une semaine de santé là-bas pour consultation gratuite et don de médicaments. Vu qu'on a déjà 10 ans d'existence, nous souhaiterons élargir l'association, de transformer en ONG. En plus de ça, monter des projets, surtout nous les jeunes, parce qu'on voit que la Méditerranée est en train de nous faire avaler chaque jour. Maintenant, porter des solutions à cette jeunesse pour que nous puissions contribuer au développement de notre contrée dans les domaines de plomberie, menuiserie et autres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.